J'en profite pour commencer par remercier les organisateurs de ces journées de m'avoir donné l'occasion d'intervenir aujourd'hui. Je me présente donc Christine Noël, je suis maître de conférence en philosophie à Aix-Marseille Université et directrice d'un institut qui est l'Institut d'ergologie. Alors avant de vous expliquer ce qu'est ce mot un peu exotique, qu'est l'ergologie, je vais laisser un peu le suspens, un peu comme Hitchcock. Je vous rassure, ça ne durera pas trop longtemps. Mais je vais préciser quel est l'objet et quel sera l'objectif de mon intervention d'aujourd'hui, que j'ai un peu redéfini par rapport au titre qui vous avait été proposé et qui figure sur le programme de cette journée. Mon objectif est de tenter de vous convaincre que le travail des managers doit être défini comme une expérience éthique quotidienne. Je dis doit et non pas peut, parce que si je disais peut être défini, ça signifierait que finalement une autre définition est possible. Ça veut dire qu'il serait concevable de penser que le travail du manager, comme d'ailleurs tout travail, est réductible à l'exécution de consignes et à l'utilisation de techniques neutres sur le plan éthique. Or, il n'en est rien. Alors, je vais essayer de vous convaincre. C'est lié à ma conception de la philosophie. La philosophie n'est pas comme l'ordre des mathématiques où je peux vous démontrer par A plus B, par un raisonnement, que ce que je vous propose est vrai. Il ne s'agit pas d'atteindre la vérité. La philosophie, c'est finalement un ensemble d'opinions vraisemblables qui vont nous conduire à une certaine efficacité pratique et qui vont nous conduire à considérer, à accorder, à projeter un certain sens à notre existence. Alors, non seulement le travail des managers est une expérience éthique, mais refuser de le reconnaître, refuser de le définir en tant que tel, est générateur de souffrance pour les managers, pour les acteurs du travail, et générateur de gâchis pour les organisations. Alors, qui suis-je pour affirmer cela ? Quelle va être la démarche que je vais emprunter aujourd'hui pour vous convaincre de cette affirmation ? Alors, je vous propose, il est 9h30, de suivre ensemble pendant à peu près 1 heure et quart, un itinéraire sur les chemins escarpés de la philosophie. Escarpé et néanmoins dangereux. Alors, ça peut paraître un peu violent à 9h30 pour la première intervention de ces journées, mais je vous rassure, ça va bien se passer. Avec une approche particulière, l'ergologie. C'est d'ailleurs là que réside l'essence même du projet philosophique, une invitation au voyage, à la conversion des regards, une prise de conscience de ce qui se joue dans la quotidienneté de notre existence, de notre rapport au monde, dont nous nous saisissons pour tenter d'infléchir le sens de notre action. La philosophie, je pense que vous en avez quasiment tous une expérience très souvent issue d'une année de terminale qu'on a plus ou moins bien vécue d'ailleurs. La philosophie n'est pas un amas inerte de doctrines vétustes formulées dans un langage abscon, accumulées depuis des siècles. Alors s'il y a des textes philosophiques sur lesquels nous allons nous appuyer pour penser, si ces textes sont autant de traces, finalement, de cette aventure philosophique, qu'il ne s'agit pas d'oublier, notre définition de la philosophie, du moins la mienne, celle de l'école de pensée ou de l'approche qui est la mienne, c'est-à-dire l'ergologie, est avant tout une activité, c'est-à-dire un mouvement de résistance à l'inertie. L'activité est ce qui caractérise le vivant. Partout où il y a de la vie, il y a de l'activité. Et inversement, le repos, l'absence d'énergie va qualifier la mort. C'est d'ailleurs le sens de l'inscription qu'on lit sur les pierres tombales. Ici repose en paix. La philosophie est aventure, quête, mise en mouvement de la pensée, mais pas n'importe comment, avec une certaine méthode. Et Wittgenstein
définissait cette méthode, définissait la philosophie comme une activité de clarification conceptuelle, puisque le philosophe est celui qui va venir préciser les notions dont il parle, notions qu'on utilise dans les sciences, dans le monde du travail, et qui permet de distinguer ce qu'il est possible de dire, qui va circonscrire l'objet légitime de la philosophie, et ce dont il n'est pas possible de parler parce que étant hors d'accès du langage. Il y a en effet des expériences pour Wittgenstein qui ne semblent pas pouvoir être traduites en mots d'une manière satisfaisante, d'une manière rigoureuse. C'est le cas de l'expérience du beau. Je peux vous montrer un tableau qui va me subjuguer, pour lequel je vais être en admiration et qui me fera ressentir ce qu'est à mes yeux le beau. Je pourrais le décomposer, essayer de vous expliquer philosophiquement ce que je trouve de beau dans ce tableau. C'est pas pour ça que vous ressentirez exactement la même chose. Ce n'est pas pour ça que vous parviendrez à comprendre ce qui me fait éprouver ce sentiment. C'est aussi le cas de l'éthique pour certains philosophes, et notamment pour Wittgenstein. L'éthique, cette expérience du bien et du mal, du bon et du mauvais, est avant tout une expérience personnelle, singulière, qui ne peut pas être pensée à l'aide des catégories usuelles de la philosophie. Alors, je ne souscris pas à la thèse de Wittgenstein, sinon l'objet même de mon intervention serait voué à l'avance à l'échec. Sa réfutation nous conduirait trop loin aujourd'hui, mais en définissant la philosophie comme activité, et pour en finir avec le projet de cet itinéraire que je vous propose, je citerai deux auteurs. Un auteur classique dont vous avez certainement entendu déjà le nom, qui définit la philosophie comme une expérimentation sur soi, sur sa pensée et sur sa vie. On ne peut pas avoir une conduite de vie qui soit en opposition ou en décalage avec ce que l'on va prôner. Cet auteur, c'est Nietzsche, qui a cette très belle formule. Philosopher, c'est vivre volontairement sur les cimes et les glaces à la recherche de tout ce qui est surprise et problème dans le monde. Y compris, et ça peut surprendre certains, lorsque je dis que je suis philosophe et que je m'intéresse à la question du travail, ça surprend. Les philosophes s'intéresser au travail, on voit pas très bien ce qu'il y a de philosophique dans le travail. Parce que le travail, parce que l'entreprise, parce que l'activité des directeurs des missions locales va être justement l'enjeu d'un questionnement sur le sens de son activité au quotidien. Questionnement qui va avoir une portée éthique, politique, ça peut générer, et ça doit générer une interrogation philosophique. Donc, cette image que j'ai citée de Nietzsche traduit cette nécessité de prendre de la hauteur, de se soumettre à des situations plus qu'inconfortables pour comprendre le monde qui nous entoure. Deuxième auteur, moins connu parce qu'il s'agit d'un philosophe contemporain, Isabelle Parien de Butterlin, qui dit que finalement, philosopher, c'est instiller des doutes dans des certitudes jusqu'à les faire exploser. Donc je vais essayer aujourd'hui d'instiller des doutes dans nos certitudes, ce qui va impliquer non seulement de remettre en cause ce que pensent les autres, mais aussi de se remettre en cause, en question soi-même. Alors, c'est difficile parce que les certitudes permettent d'avancer. On risque de se tromper avec une certitude quand on avance, on risque de prendre un mauvais chemin, mais au moins on ne fait pas du surplace. Les doutes peuvent nous rendre fous dans une certaine mesure. Vaste projet donc, en si peu de temps, mais une dernière précision avant de prendre le départ. Mon approche, je l'ai dit tout à l'heure en me présentant, est ergologique. Ergologie est un mot qui est souvent confondu avec une discipline qui est chargée d'adapter le travail à l'homme et de régler le travail. Je sais que vous allez avoir en clôture de cette formation une intervention d'un ergonome. L'ergologie ne se confond pas avec l'ergonomie. Alors certes, si on regarde l'étymologie des deux notions, le début
des deux termes est identique. Ergon, en grec, c'est l'œuvre, par extension, le travail. Mais alors que les ergonomes ont pour finalité de normer le travail pour l'adapter ensuite à l'homme, l'ergologie a pour finalité d'étudier, de produire des connaissances sur l'activité humaine en général, et pas seulement le travail étant simplement une modalité de l'activité humaine, à partir d'une double posture, à partir de l'idée que pour produire des connaissances sur l'activité humaine et sur le travail, il faut une posture pluridisciplinaire, puisque aucune discipline en elle-même ne peut avoir une vision d'ensemble suffisante pour essayer de cerner ce qui se joue dans le travail. Et deuxième posture, qui constitue sans doute la spécificité réelle de cette approche, qui est l'approche ergologique, considérer comme postulat de base que rien de sérieux ne peut être dit sur le travail sans recourir à l'expérience des travailleurs eux-mêmes. Ainsi, l'ergologie a pour finalité d'introduire ce qu'on appelle un dialogue socratique à double sens entre les disciplines instituées, ce qu'on appelle les savoirs institués, nécessairement pluridisciplinaires, et les savoirs du terrain, les savoirs d'expérience acquis au quotidien et sédimentés par les acteurs du travail que nous désignons comme les savoirs investis. Dès lors, la prise en compte de cette double dimension, pluridisciplinaire, mais également co-construction des connaissances avec les acteurs du travail, est, à nos yeux, à la fois une nécessité épistémologique, puisque finalement, élaborer des grandes théories, élaborer des concepts ou des instruments de mesure en totale désadhérence avec le terrain peut conduire à des outils dangereux sur le plan opérationnel. Et une exigence éthique parce que l'objet particulier qui est étudié quand on parle du travail ou de l'activité humaine, c'est un objet sujet de connaissance, qui est porteur d'une histoire, qui est porteur de valeurs, qui est porteur de projets. Dès lors, on ne peut pas prétendre comprendre le travail pour le transformer en considérant qu'il est possible de neutraliser le sujet au travail, de neutraliser son vécu. Donc l'approche ergologique à laquelle je souscris part de ce principe qu'il est à la fois impossible et invivable de ne pas prendre en compte l'expérience vécue des protagonistes du travail. Donc, ma présentation, cet itinéraire, se fera en 2 temps et une conclusion. Puisque je m'intéresse à la question de l'activité du manager comme expérience éthique, il me semble qu'il y a 2 questions essentielles qui sont cachées derrière cette question-là et à laquelle on va tenter de répondre dans notre projet. Que sont les managers ? Management, manager, nous allons voir que c'est effectivement des termes fourre-tout qui ne nous indiquent finalement pas grand-chose sur la réalité de ce que font les managers. Donc, est-ce qu'on peut définir un statut, une essence du manager ? Deuxième point de cet itinéraire, qu'est-ce qu'ils font ? Quelle est leur activité et en quoi cette activité va être l'occasion permanente de se confronter au sens que l'on donne à son existence, à des questions d'ordre éthique et politique. Ça nous permettra de montrer que la condition managériale est une situation qui va engager à chaque instant, finalement, la responsabilité d'être homme. Donc ça, c'était un schéma qui est usuellement utilisé pour présenter la spécificité de l'approche ergologique. On voit bien qu'il y a une confrontation entre les savoirs académiques
les savoirs investis des acteurs du travail et cette question des valeurs qui est prégnante. Donc, est-ce qu'on peut essayer de caractériser ce qui fait l'essence finalement du management et l'essence de cette catégorie d'acteurs que sont les managers ? Il y a une certaine opacité sociale qui va de pair d'ailleurs avec la banalité de l'usage du terme de manager. On voit des managers partout. Alors c'est vrai particulièrement aux États-Unis où on parle de manager de caisse. C'est vrai aussi en France. Tout le monde est manager finalement. Et très souvent, lorsque un terme est utilisé d'une manière extensive, en même temps, ce qui va caractériser sa spécificité va s'effacer. Donc, on va essayer de regarder dans l'étymologie de ce terme si on peut trouver des traces finalement de ce qui constituerait une sorte d'essence ou de spécificité du manager. Il y a une double étymologie de ce terme de manager. Il vient notamment de l'italien. Alors, excusez-moi pour mon accent pitoyable, je sais qu'il y a des Italiens dans la salle. Maneggiare, qui dérive lui-même de manus en latin, c'est la main. Donc, quelque part, manager, c'est se servir de sa main pour orienter le cours des choses. Manus a donné, en français, le manège, qui était l'école où on fait travailler les chevaux. D'où l'importance de l'action du manager, c'est celui qui va faire aux autres. Il n'est pas le détenteur d'une technique, d'une expertise particulière, comme le comptable par exemple, mais il est celui qui peut impulser des choses, qui fait faire aux autres. Bizarrement, ce terme de management qui a été reconnu par l'Académie française en 1973 est un terme qui était utilisé dans le vieux français avant de s'exporter aux États-Unis et de revenir ensuite du monde anglo-saxon chargé d'une notion très gestionnaire. Ménagement, c'était, en relation avec l'art d'ailleurs de la ménagère, le fait de s'occuper de quelque chose, de gérer le foyer. Et il y avait une opposition entre le management et l'économie. Le management, on s'occupe, on gère son foyer, mais c'est quelque chose qui demeure de l'ordre du privé. Alors que l'économie est quelque chose de collectif qui va être connoté effectivement politiquement. Deuxième aspect, il y a donc dans le management, dans l'origine du terme de management, non seulement le fait de faire aux autres, mais le fait de s'occuper d'un bien en privé. En privé et d'un bien dont on n'est pas nécessairement propriétaire. Si on devait retracer l'histoire de la fonction managériale, par exemple dans les théories des organisations, on verrait que les managers correspondent à une fonction sociale qui est apparue au début du XXe siècle, du fait d'un double finalement mouvement. Premier mouvement, au tout début du XXe, les tailles des entreprises vont grossir et pour développer des activités toujours plus importantes sur le plan économique, on doit faire appel à de nouveaux capitaux. Dès lors, il y a une dispersion de la propriété des entreprises, puisqu'on va aller démarcher des apporteurs de capitaux qui ne sont pas investis forcément dès le départ dans l'entreprise qui a été créée. Et il y a une rupture qui va se faire entre la direction de l'entreprise et les apporteurs de capitaux. Deuxième effet, une sorte de technicité de la gestion qui amène Galbraith, par exemple, à évoquer le terme de technostructure dans les années 50-60 pour désigner ceux qui sont dotés de compétences dans le domaine financier, dans le domaine des relations humaines et qui vont permettre effectivement de gérer les affaires pour le compte des actionnaires, pour le compte des propriétaires.
Au-delà de cette histoire liée à l'apparition de cette fonction, il y a au final une grande variabilité des fonctions et des statuts des managers qu'on retrouve infiltrés dans tous les champs du monde socio-économique et pas uniquement dans le champ de l'entreprise. Finalement, les managers, ce sont ceux qui sont pris en tenaille entre des objectifs à atteindre qui vont émaner des propriétaires de l'entreprise et qui sont relayés par la direction. Tous les managers ne sont pas directeurs. Et des moyens qui leur sont alloués, qui sont de plus en plus réduits. Les managers sont pris entre deux feux, finalement, entre les objectifs, les directives qui leur sont imposées et dont ils sont chargés de relayer auprès de la base des acteurs du travail, des salariés, dont ils ont également à intégrer toutes les sources de mécontentement. Manager, ce n'est donc pas tout à fait gérer, même si on utilise ces deux termes sous un aspect quasiment synonyme, d'une manière assez large dans le langage usuel. Pour Boltanski et Chiapello, par exemple, qui sont les auteurs du Nouvel Esprit du capitalisme, manager, c'est plutôt agir sur des hommes pour essayer de les aider à faire déployer leur potentiel. Du moins, initialement, c'était ça. On va voir tout à l'heure que manager, ça devient de plus en plus rendre des comptes, remplir des tableaux de bord pour faire remonter des informations chiffrées à la direction. Et que cet aspect de gestion des hommes, finalement, s'efface de plus en plus sous des contraintes de temps. Gérer, ça va être traiter rationnellement des objectifs chiffrés. Les managers, en France, sont très souvent aussi assimilés aux cadres. À tort d'ailleurs, parce que tous les managers ne sont pas cadres et tous les cadres ne sont pas managers. Les cadres font référence en droit français à un statut qui donne droit très souvent à des avantages sociaux. Mais il est bien important, même s'il peut y avoir effectivement une majorité de managers qui ont le statut de cadre, de voir que les deux notions ne sont pas exactement superposables. Alors, devant l'hétérogénéité de ces fonctions, la difficulté à identifier finalement ce qui constitue l'essence du manager, on peut constater qu'il y a des managers quasiment partout, dans les hôpitaux, dans les services financiers, dans les missions locales, et pourtant, aucune définition véritablement satisfaisante. Pour l'instant, nous retiendrons cette définition, même si elle ne nous satisfait pas totalement. Les managers sont donc une catégorie d'acteurs du monde socio-économique qui sont chargés de faire faire aux autres. Pris en tenaille, pour un sociologue qui s'intéresse à l'activité des managers, Mispelblom-Beyer, les managers sont juste définis par cette image de ferrailleurs dans la mesure où ils sont pris en tenaille entre ces objectifs à atteindre et les moyens de plus en plus limités. Il y a un ouvrage qui vient de sortir en mai dernier. Je vous en recommande la lecture parce qu'il est vraiment très intéressant, très bien écrit, très facile à lire, qui a été écrit par Marianne Dujarrier, qui est sociologue de l'activité, qui s'appelle « Le management désincarné ». Et dans cet ouvrage, Marianne Dujarrier oppose ces managers opérationnels qui sont, on va dire, les mains dans le cambouis, qui sont chargés effectivement au sein des équipes de chercher à impulser et à faire et à répondre aux objectifs qu'on leur soumet, à ce qu'elle appelle les planeurs. Et les planeurs, ce sont ces managers qui sont très très loin de l'activité réelle de travail et qui sont chargés d'élaborer des plans destinés à régler l'activité d'autres personnes dont ils ne connaissent pas grand-chose à partir d'outils de mesure qui, eux, sont très rationnels.
Donc les managers vont regrouper ces deux catégories d'acteurs dont la réalité finalement du métier n'a pas grand-chose à voir. Nous en arrivons à un paradoxe. Un paradoxe, si vous avez lu un certain nombre de revues économiques ces dernières années, on le voit aussi à travers des reportages télévisés, on l'entend même. Je m'étais posé un café hier et j'entendais deux personnes qui parlaient de leur manager en des termes pas extrêmement flateurs. Il y a une image sociale qui est négative du manager. Vu comme un salaud au sens sartrien. Salaud, ça peut vous surprendre, mais c'est un concept philosophique. Le salaud, c'est celui qui est caractérisé par sa mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il va juger la personne qu'il a en face de lui en fonction de son essence. C'est-à-dire qu'il va juger comme incompétente une femme parce que c'est une femme, un noir parce que c'est un noir, voilà, qui va fonctionner à partir de stéréotypes, de catégories dans lesquelles il va enfermer l'acteur, la personne qu'il a en face de lui. En même temps, on le trouve aussi dans le monde académique. Vous avez des ouvrages qui d'ailleurs ont été des succès de librairie, comme La barbarie douce, écrite par Le Goff. Le Goff va décrire cette barbarie qui est fondée sur une exploitation, une manipulation permanente des salariés, qu'on a empreint d'une logique de performance totalement déshumanisée, qui s'accompagne d'ailleurs assez bizarrement d'un discours très généreux sur l'éthique et sur la responsabilité sociale. En guise de boutade, il m'arrive de dire que très souvent, c'est pas toujours le cas non plus, faut pas généraliser, mais très souvent, les entreprises qui vont parler le plus d'éthique sont en fait celles où le climat de travail est le plus difficile. Marianne Dujarrier va qualifier ça d'une manière un peu plus policée, comme management désincarné, pour définir ces situations de travail où les hommes finalement vont être broyés par des dispositifs d'enrôlement, où on cherche à leur faire adopter des valeurs qui sont les valeurs de l'institution, de l'organisation, au mépris sans doute de l'histoire personnelle et des valeurs individuelles dont ils sont porteurs. Et vous avez également chez De Gaulle-Jacques une critique assez virulente de cette société pan-managériale qu'on ne trouve pas que dans l'entreprise, mais qui s'est infiltrée aussi dans les institutions scolaires et dans le domaine, par exemple, associatif. Pourtant, il y a un paradoxe entre cette condamnation pour immoralité des managers et le fait de considérer que le manager, on l'a vu, pris en tenaille, ferrailleur moderne, est pris dans un système de dispositifs qui broierait toute initiative. Il ne peut pas pourtant y avoir d'éthique, de jugement éthique sur un événement si il n'y a pas de la part de l'acteur en situation la possibilité d'un choix, la possibilité d'un positionnement au monde, même si ce choix est très fin, même s'il est de l'ordre du microscopique. Je vous donne un exemple. Si tout à l'heure, après cette intervention, je sors dans la rue, je prends le volant et je fais un AVC, ce que je ne souhaite pas. Ou si j'ai une crise cardiaque en conduisant et que ma voiture heurte un piéton qui passait par là. Est-ce qu'on me dira que mon comportement, que mon acte a été contraire à l'éthique ? Je n'ai pas choisi de faire un AVC ou de faire une crise cardiaque. Alors certes, on pourrait me reprocher de ne pas avoir fait un régime diététique au cours des dernières années me permettant d'optimiser mes fonctions cardiaques, mais ça serait aller un peu loin. Mais en tout cas, je pense qu'on ne me condamnera pas on regrettera sans doute cet événement, mais on ne me blâmera pas sur le plan éthique. Par contre, si je vais effectivement prendre la voiture et qu'en sortant de cette salle, je vide une bouteille de chouchen, je prends le volant en envoyant des textos
et en lisant un bouquin en même temps, le même événement sera jugé d'une manière tout à fait différente. Parce que là, je serai responsable, de par les choix que j'ai faits, de ce qui se sera produit. Donc, il y a rapporté à cette question du pauvre manager qui se voit qualifié de tous les termes les plus durs à son encontre, une sorte de paradoxe. Comment quelqu'un qui est réputé n'être que le jouet du système, n'avoir aucune marge de choix, aucune latitude et être un petit peu le pantin du monde économique, peut être condamné pour immoralité? C'est pas lui qui est responsable, c'est le système. Comment régler ce problème? Alors, une des voies pour essayer d'élucider ce problème, c'est de se pencher sur l'activité réelle des managers pour voir s'il y a dans ce qu'ils font au quotidien des marges de choix. Et quelles sont ces marges de choix? Et en quoi ces choix vont être porteurs de ce qu'on appelle en philosophie les dilemmes éthiques. Un dilemme, c'est lorsqu'on est face à une situation où on a au moins deux possibilités et où on doit choisir entre ces deux possibilités qui vont avoir un impact en termes de valeur. Alors, il y a plusieurs études qui se sont déjà penchées sur l'activité réelle des managers. Elles ne sont pas très, très nombreuses. Elles sont plutôt anciennes. Il y a une étude d'un certain Paul Boufartig qui soulève la polyactivité des managers. Le fait qu'ils ont une activité très, très éclatée. Il y a une étude de 98 menée par De Tersac et Cambon. Alors, très souvent, ce sont des ergonomes qui vont mener ces études, qui montre que finalement, le travail des managers se découpe grosso modo en deux parties. Il y a une partie qui consiste à cadrer le travail, c'est-à-dire on va faire du prescrit, on va faire des règles, on va dire voilà comment il faut procéder, et qui va allouer les moyens aux différentes équipes qui sont managées. Et deuxième aspect de cette activité du manager, c'est de faire cadrer ce qui est réellement fait avec les objectifs et le prescrit. Et puis contrôler aussi les résultats qui sont dégagés par les équipes. Une étude menée par Nguyen, on est toujours dans les mêmes dates, dit que finalement les managers ont une triple fonction, une triple casquette. Ils sont entrepreneurs, chargés très souvent et de plus en plus à chercher des ressources pour faire vivre leurs équipes. Ils sont communicateurs, ils doivent impulser par leur talent de communication l'envie d'y aller. Et ils sont thérapeutes lorsque ça va mal. On parlera tout à l'heure des risques psychosociaux. Mais lorsqu'effectivement il y a un malaise dans une équipe, leur rôle, leur fonction va être aussi d'essayer de faire que ça aille mieux. UBO, c'est l'étude la plus récente que j'ai trouvée sur cette activité des managers, montre en filigrane qu'il y a au cours des 10 dernières années un poids de plus en plus important en termes de temps alloué à l'activité de rendre des comptes, au fait de devoir remplir des tableaux pour justifier soi-même de sa performance, soi-même de son activité ou de l'activité de ses collaborateurs. C'est d'ailleurs confirmé aussi par Marianne Dujarier. D'où l'accélération aussi des contraintes temporelles. C'est-à-dire que l'activité de reporting, elle n'est pas radicalement nouvelle, mais ce qui est nouveau, c'est que des tableaux de bord qui devaient être remplis une fois par an sont exigés maintenant une fois par semestre, ou une fois par trimestre, ou une fois par mois. D'où le fait que ces activités deviennent de plus en plus chronophages. Et, deuxième aspect, important aussi, la gestion des aléas. Tout ce qui ne fonctionne pas avec les règles, avec le prescrit. Comment on fait, le fait que les managers sont ceux qui doivent inventer, face à l'inédit, des bricolages pour que ça fonctionne quand même. Et sur ces deux dimensions, l'activité du manager pose des problèmes éthiques. Sur ces deux dimensions, l'activité du manager est une expérience éthique. Avec deux éléments qu'il nous faut préciser. Un premier élément, qui me semble absolument important,
c'est la question de la neutralité des techniques et des dispositifs utilisés. Alors, je ne connais pas la réalité de l'activité des directeurs des missions locales, excusez-moi. Mais je suppose que, comme un grand nombre de directeurs d'unités ou de managers, vous devez utiliser un minima un certain nombre d'indicateurs chiffrés. Peut-être utilisez-vous des données comptables. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous avez, pour la majorité d'entre vous, déjà vu passer des données comptables. Alors, c'est vrai que très souvent, on considère que la comptabilité, fruit de la raison, est quelque chose d'objectif et de neutre sur le plan des valeurs. Un chiffre, c'est un chiffre. Un pourcentage, c'est un pourcentage. C'est absolument faux. Et non seulement c'est faux, mais c'est usurpateur. Deuxième point sur lequel il nous faut préciser des choses, la question du libre arbitre. Les managers ont des directives, ils doivent rendre des comptes. Quelles sont leurs marges de manœuvre ? On va approfondir sur ces deux points. Les managers utilisent des dispositifs, des outils, des techniques qui se veulent rationnelles et éthiquement neutres. Nous allons voir que c'est faux. Les managers ne font que relayer la politique définie par des parties prenantes, actionnaires, fonds de pension, ça dépend des contextes, en gérant les aléas de l'activité, et ils ne sont au final que les pions sur un échiquier sans pouvoir infléchir le cours d'une partie qui se joue sans eux. C'est partiellement faux. Sur l'aspect de la neutralité des techniques, bien sûr, les dispositifs qui sont utilisés en gestion, en management, j'ai parlé de la comptabilité, mais il y en a d'autres, la gestion des compétences, on pourrait le dire pour quasiment tous les outils, tous les dispositifs qui ont été élaborés par les sciences de gestion au cours de ces dernières années. Ils n'ont rien d'éthiquement neutre. Il y a un philosophe contemporain qui a montré le caractère faux et usurpateur de cette thèse de la neutralité de la technique, de la neutralité des techniques. Ce philosophe, c'est Hunyadi. Il affirme que les outils les plus anecdotiques, un téléphone portable, un ordinateur, Internet, les réseaux sociaux, sont des outils, sont des techniques qui vont faire partie d'un système qui va orienter, qui va façonner notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Et lorsque nous vivons en les utilisant, nous participons à ce rapport au monde qui va modifier notre rapport à l'autre et le sens qu'on donne à l'existence. Alors, il utilise un exemple qui me semble assez percutant pour comprendre qu'est-ce qu'il entend par là. C'est l'exemple du robot domestique. Regardons ce qu'il affirme. Certes, utiliser un robot aspirateur. Personnellement, je suis très contente d'utiliser un robot aspirateur quand je fais le ménage le dimanche. Je n'ai pas l'impression de commettre un acte immoral. Mais utiliser un robot aspirateur nous débarrasse d'une corvée et on dira que c'est bien, d'un point de vue simplement utilitaire. On a l'impression, pris isolément, que c'est un simple outil nous débarrassant d'une corvée répétitive. Mais dans ce cas aussi anecdotique, les choses ne sont pas si simples. Car ce qu'on appelle corvée participe en réalité à notre rapport au monde, à la manière dont nous sommes connectés à notre environnement le plus direct. Imaginons un instant que toutes les tâches ménagères soient désormais confiées, assumées par des robots. Quel type d'humain fabriquerions-nous ? Et vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle hôtesse d'accueil, qui est un robot qui a été développé au Japon, avec ce rêve un peu fou qui commence à prendre corps, qu'on va pouvoir substituer finalement tous les métiers d'accueil qui étaient assurés par des hommes, on va pouvoir y affecter des robots. Des humains déconnectés d'un monde qui n'habite plus, des humains qui n'auraient plus à lutter contre l'usure, la salissure ou la dégradation des choses. Le robot aspirateur a donc un impact qui est un impact anthropologique qui n'a rien de neutre, malgré les apparences.
Même quelque chose d'aussi insignifiant que nos corvées quotidiennes recèle une éthique de notre rapport au monde. C'est pareil avec le téléphone portable. L'usage du téléphone portable, c'est très bien. Moi, ça me permet d'être en contact constamment avec mes enfants quand je suis en déplacement. Je me rappelle quand j'étais jeune et que les téléphones portables n'existaient pas, j'étais tombée une fois en panne sur l'autoroute. Si le téléphone portable avait existé, comme ça m'aurait simplifié la vie. Sauf que l'usage du téléphone portable a été incorporé à notre mode d'être et il modifie massivement notre rapport à l'autre. Vous en apercevez peut-être quand vous recevez des jeunes, si vous ne les recevez pas, peut-être que les conseillers vous en ont parlé. Il y a les téléphones portables ont été quasiment incorporés, font partie d'une sorte de corps artificiel chez les jeunes, chez les moins jeunes aussi parfois. À tel point que quand on parle à quelqu'un, maintenant, si le téléphone sonne, ou si on reçoit un SMS, on va être déconnecté très facilement de la conversation et chercher à mener de front toutes les informations qui sont. On le voit même au niveau des gouvernants, des dirigeants. On peut être dans un sommet international, on va continuer à pianoter. Ça modifie notre rapport à l'autre. Ça modifie le regard qu'on porte sur l'autre, l'attention qu'on porte sur l'autre. C'est pas neutre. Alors je dis pas que c'est un mal et qu'il faut aller jeter forcément tous les téléphones portables à la poubelle, à bas le progrès technique, vive l'âge de pierre. C'est pas ce que je dis non plus. Je dis simplement que aucun outil, aucune technique peut être considérée comme neutre sur le plan de ses effets. Dès lors, les outils, et par extension, ces outils managériaux, dont certains n'ont parfois rien de technique au sens usuel du terme, bien que rationnels, et surtout parce que rationnels, reposent sur des valeurs incorporées. La comptabilité repose sur une certaine conception du monde, qui va considérer que n'a de valeur que ce qui est susceptible de générer du cash ou de générer une augmentation du résultat au niveau du bilan. Quelle est la valeur des travailleurs sur le plan comptable, du travail sur le plan comptable? En général, il y a des exceptions. Dans les clubs de foot, les joueurs de foot sont enregistrés à l'actif du bilan, comme des stocks. Mais en général, quand on demande quelle est la place du travail en comptabilité, c'est une charge, c'est un facteur d'appauvrissement de l'entreprise. Tout est dit. Tant que la comptabilité verra le travail comme uniquement un facteur d'appauvrissement de l'entreprise, il est logique que on soit dans cette idée que moins on a de travailleurs, plus on peut dégager de profit et de richesse pour l'ensemble de la société. Deuxième aspect, c'est le deuxième aspect qui se coule. Non seulement ces techniques, ces outils sont fondés sur des valeurs, traduisent des valeurs qui ont conduit à les développer, mais la mise en œuvre au quotidien de ces techniques et de ces dispositifs va favoriser l'incorporation inconsciente de ces valeurs. C'est-à-dire que le fait d'utiliser un téléphone portable au quotidien, on se dit parfois on ne peut pas échapper au progrès. Si on ne répond pas dans les emails dans les 6 heures, maintenant c'est une catastrophe au niveau du travail. Il faut être constamment connecté, y compris dans le champ de la vie privée. On dit on ne peut pas échapper à ça. Sauf que le fait d'utiliser ces techniques va tendre à nous faire incorporer ce rapport au monde qui est sous-tendu par l'usage de ces techniques. Et on a un système qui se mord la queue. Dès lors, et je terminerai là-dessus sur ce point, la multiplication des indicateurs chiffrés dans tous les domaines de l'activité, dans tous les secteurs, multiplication des tableaux de bord, les enseignants-chercheurs dans les universités maintenant sont évalués sur 120 critères, notés de 1 à 10 pour chacun. On vit dans une société qui est la société du chiffre. On vit avec des évaluations quantitatives permanentes qui infiltrent tous les pores de l'activité et qui relèvent d'un terme qui a été inventé ou dénommé par un certain Sorokin, qui est un sociologue, qui s'appelle la quantophrénie. Quantophrénie qui a débordé très largement hors du domaine de l'entreprise.
Alors, quantophrénie, c'est un terme qui a été vulgarisé par de Gaulle-Jacques. C'est une maladie qui va pousser à aborder les phénomènes sociaux à partir de leur numération. Ça, c'est le sens usuel que lui avait donné Sorokin. D'une manière plus générale, la quantophrénie, ça désigne le fait d'ériger l'évaluation quantitative comme une fin. Je reçois plus de jeunes. Si le nombre de jeunes reçus devient le seul critère d'évaluation de votre activité demain, ça ne sera pas neutre sur le sens des missions locales. Donc, la numération, l'évaluation quantitative devient finalement, dans tous les secteurs d'activité, une fin au prix d'un déni du travail réel, au prix du relationnel, au prix de tout ce qui n'est pas quantifiable. C'est quelque chose qui avait été pressenti déjà par d'autres avant Sorokin, par un certain Laplantine qui voit dans la quantophrénie une sorte d'autisme sociétaire qui consiste à évacuer la dimension symbolique de notre existence pour y substituer un système de figures autoréférentes qui vont fonctionner à vide. Quantophrénie qui apparaît d'une manière extrêmement massive dans cette tendance à être toujours connecté sur le cours de bourse. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans les journaux TF1, mais aussi toutes les chaînes continues d'infos. On a toujours un bandeau avec l'évolution du cours de la bourse, l'évolution du CAC 40, comme si CAC 40 était une personne, c'est un dieu auquel il convient de faire des sacrifices. Très souvent, les décisions sont justifiées d'une manière argumentative. Faites attention la prochaine fois que vous écouterez ces chaînes télévisées, quand on va vous dire que telle décision a été prise pour satisfaire le marché, pour satisfaire le CAC 40. Sauf qu'une étude a montré que plus de 90% des ordres de bourse qui sont donnés en France sont effectués automatiquement par des programmes informatiques. Donc, lorsque notre ministre de l'économie va rassurer le CAC 40, il rassure les ordinateurs, sans infléchir pour autant leur programme. Cette quantophrénie, elle a été pressentie par un philosophe, par un auteur des années 30, dont le caractère très actuel ne se dément pas, c'est Simone Weil, la philosophe, pas la femme politique. Avec cette formule-là, argent, machinisme, algèbre, les trois monstres de la civilisation moderne. L'algèbre, ce n'est pas l'algèbre au sens mathématique du terme. L'algèbre, pour elle, c'est l'utilisation, au nom de l'efficacité technique, au nom de l'efficacité de techniques acquises, qu'on ne prend plus la peine de penser, puisqu'elles sont le fruit de la raison de personnes qui sont payées pour penser. C'est issu d'une conception qui est sous-jacente et qui est prégnante dans le taylorisme. Le taylorisme est basé sur cette idée qu'il y a des individus qui sont faits pour penser le travail, qui sont faits pour concevoir les tableaux parce qu'ils ont un cerveau, et il y a ceux qui sont chargés de les exécuter parce qu'ils n'ont pas de cerveau, et parce qu'il y a des personnes qui sont autrement plus douées pour rationaliser le travail que les acteurs du travail eux-mêmes. Cette idée, elle s'est répandue, et même si en management, tout le monde vous dira le taylorisme est mort, il est sous une forme qu'on peut qualifier parfois de néo-taylorisme, toujours à l'œuvre d'une manière plus ou moins voilée. Dès lors, ce caractère universel des mesures gestionnaires, des outils, des tableaux de bord, des fonds de roulement net global, des ROI, retour sur investissement, va rendre inutile toute remise en cause du système. Pourquoi est-ce qu'il faudrait continuer à questionner ce qui a été considéré comme une œuvre de la raison et totalement objectivée? Donc, pour récapituler, j'espère vous avoir convaincu, ou du moins avoir instillé un doute, sur le fait que les dispositifs qu'on utilise en management, les techniques qui se veulent rationnelles et éthiquement neutres, sont bien rationnels. Selon une certaine conception de la rationalité, ils sont rationnels, mais ils ne sont pas éthiquement neutres. C'est donc faux et usurpateur. Reste à nous intéresser à ce deuxième aspect, cette deuxième idée que j'avais développée pour qu'effectivement le management soit une expérience éthique. Encore faut-il qu'il y ait un espace de choix
et de choix plus ou moins conscients de la part des acteurs du management. Est-ce que c'est faux également? Alors, c'est sur ce plan en fait que nous allons nous rapprocher de la conception du travail, de l'homme au travail, qui est la conception sous-tendue par l'approche ergologique. Toute activité de travail, dans le cadre de cette approche, et le management fait partie de ces activités de travail, est conçue comme une confrontation permanente avec un milieu de vie, milieu de travail, qui va être porteur de normes et de valeurs définies comme des préférences. Finalement, c'est quoi une valeur? Une valeur, c'est une préférence. Quand on parle de valeur, on parle de découpage du monde entre ce qu'on préfère et ce qu'on souhaiterait éviter. Quand on a un choix, on va plutôt s'orienter vers ce que notre histoire, ce que notre caractère, ce que notre éducation a fait que l'on considère comme préférable. Il y a une formule que je trouve très juste qui est portée par un philosophe qui est le père de la démarche ergologique, c'est Yves Schwartz. Il dit « Je n'ai jamais rencontré personnellement de valeurs circuler avec leurs petites pattes. La liberté, la tolérance, cette tendance à réifier, à chosifier les valeurs, c'est quelque chose qu'on utilise dans le langage usuel, mais c'est quelque chose d'absurde. » Les valeurs n'existent pas en elles-mêmes et ne vont pas venir nous dire à notre oreille voilà comment il faut que tu agisses. Alors c'est vrai qu'on a cette image parfois du petit diable et de l'ange qui vont venir nous dire attention, comporte-toi ainsi ou pas. C'est totalement dénué d'effectivité. Face à un choix, on va se questionner, on va raisonner, mais on ne va pas que raisonner. Les différentes études en éthique montrent qu'il y a un rôle très important des émotions, finalement, dans les décisions qui vont être prises. En tout cas, on va se confronter à des préférences et à une hiérarchie qui est notre hiérarchie de valeurs qui résulte de différents facteurs. Donc l'activité de travail, dans cette approche, elle ne peut pas se concevoir sans un débat de normes incessant pour le sujet qu'on appelle le corps-soi, dans la mesure où on considère que l'homme au travail est une entité qui est à la fois une entité biologique, un corps corporel physique, psychologique. Notre rapport à des valeurs va dépendre de notre enfance, de traumatismes qu'on a pu avoir, d'expériences qu'on a pu avoir, du rapport au père, à la mère, à l'éducation, à la famille, etc. Va aussi dépendre de notre insertion sociale, des différentes institutions qu'on a pu rencontrer, de facteurs tels que le niveau d'éducation de notre famille. Donc il y a différents paramètres qui vont former cet acteur et qui vont ensuite permettre de comprendre des choix qui vont être opérés au quotidien. Donc cette activité de travail est nécessairement un débat de normes, de ce que nous appelons un corps-soi, avec soi-même, parce qu'on peut évoluer au fil du temps, on n'est jamais identique à soi-même. L'expérience que l'on vit au quotidien nous fait évoluer. Débat avec les normes qui sont posées par notre institution. Débat avec ce qu'on qualifie comme étant les entités collectives relativement pertinentes, c'est-à-dire les collectifs de travail dans lesquels on s'insère. Il n'y a jamais un seul collectif de travail. En fonction des tâches qu'on doit assumer, on peut se référer à différents collectifs de travail, au périmètre, effectivement, variable. Donc, l'activité de travail implique qu'on ne se contente jamais d'exécuter strictement une directive, d'abord parce que c'est impossible, il y a toujours des aléas qui font que ça ne marche pas. Mais on va, pour les faire vivre, ces directives, pour les mettre en application, devoir les confronter à l'ordre du possible et à l'ordre du souhaitable, à ce qui fait sens pour nous. Ce qui va impliquer, parfois, d'infléchir la norme,
de redéfinir les priorités qui vous sont données. Je vous donne un exemple là encore qui vous permettra de voir qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre de la réappropriation, de ce qu'on appelle, nous, la renormalisation dans toute activité de travail. Je me souviens d'un étudiant de formation continue qui était vendeur chez France Télécom. Et il m'expliquait qu'il devait rendre des comptes à son manager sur le temps qu'il passait avec chaque personne, puisqu'il y avait une directive qui était soumise à tous les vendeurs. On devait chronométrer le temps qu'on passait avec un client potentiel, et plus on passait de temps, plus le chiffre d'affaires qu'on réalisait avec ce client devait être important. Sinon, on était pénalisé au niveau de sa propre évaluation. Et donc, ce vendeur me disait que lui, ça le rendait malade quand il y avait quelqu'un qui était, par exemple, une personne âgée ou quelqu'un qui avait un problème et qui venait voir ce vendeur pour lui demander un renseignement. Voilà, j'ai acheté ce téléphone, mais je ne sais pas m'en servir, mais j'arrive pas, mais ça fonctionne pas, mais l'abonnement que vous m'avez vendu, finalement, il correspond pas à ce dont j'ai besoin. Le vendeur devait apprécier s'il pouvait lui vendre à nouveau une prestation ou un bien. Si ce n'était pas le cas, il ne pouvait lui consacrer que 30 secondes. Il refusait de le faire parce qu'il considérait que... alors c'est vrai que France Télécom a aussi, de par sa culture, ancienne entreprise publique, on a une culture de service qui est différente. Et le passage, sans doute, à une entreprise privée orientée sur une logique de performance génère des tensions et des dilemmes éthiques qui sont générateurs de souffrance, peut-être un peu particulières, mais je pourrais, si j'avais le temps, si j'avais la journée, vous donner de multiples exemples dans des secteurs très différents. Un geste aussi anodin que celui-ci, le fait de savoir combien de temps, quelle importance j'accorde à une demande d'un usager, d'un client, alors que les prescriptions qu'on me demande d'appliquer me disent que je dois l'évacuer, vont forcément générer un choix qui va mettre en balance de multiples dimensions en rapport avec quel sens j'accorde à mon travail, comment moi je renormalise ce qu'on me demande de faire et le sens que j'y vois, comment je me comporte avec telle ou telle catégorie d'acteurs, comment moi j'aimerais qu'on me comporte avec moi-même si j'étais client, avec ces différents domaines qui vont faire que la réponse d'un agent ne sera jamais duplicable et sera nécessairement le résultat de cette expérience éthique et de ces questionnements très singuliers, très spécifiques. Et ces exemples-là peuvent montrer que même dans l'ordre, et les travaux des ergonomes de langue française ont montré que même dans l'ordre des activités qui étaient les plus corsetées, où les prescriptions étaient a priori les plus lourdes, et on demandait explicitement aux acteurs du travail de ne pas penser ces prescriptions, mais de se contenter de les exécuter simplement et brutalement, avec « faites ce qu'on vous dit de faire, c'est tout », ce n'était pas possible. Parce que non seulement pour que le travail reste humain, alors je ne l'ai pas précisé, je n'ai pas défini qu'est-ce que j'entendais par travail. Une machine, elle ne travaille pas, elle produit. Elle produit parce qu'elle ne peut pas gérer l'aléa, elle ne peut pas répondre à des solutions inédites. Le rapport interhumain est essentiel dans le travail. Et parce que le travail est nécessairement de l'ordre générateur de ces micro-choix, on ne peut pas, sauf à tomber dans la souffrance, sauf à tomber dans des situations invivables, rester en se disant « je fais mon travail, je me contente de faire ce qu'on me dit de faire ». Ça peut fonctionner un certain temps, mais ça ne fonctionnera pas toujours et ça sera forcément et pathogène et destructeur, à la fois pour le sujet, mais aussi pour l'organisation. Alors ce n'est pas parce qu'on fait comme si ça marchera éternellement que ça n'est pas destructeur et pathogène.
et un certain nombre d'entreprises commencent à s'en rendre compte d'une manière très utilitaire avec l'augmentation d'un certain nombre d'indicateurs tels que le turnover, le nombre de burn-out ou les risques psychosociaux qu'on prend en compte parce que ça n'est plus possible, c'est coûteux, sur une logique utilitaire, c'est coûteux pour l'organisation. Donc ce n'est pas une conversion à l'humanisme qui se produit, ce n'est pas qu'une conversion à l'humanisme qui se produit au sein des entreprises qui se mettent à s'intéresser aux questions du burn-out et des dégâts que l'organisation du travail font subir au quotidien aux acteurs du travail. D'où le fait, et je terminerai là-dessus, vous n'hésitez pas à me dire si je suis trop long que je dois couper. Combien de temps il me reste ? Je dois finir, conclure. D'accord, ok. Ok. Donc ça va, je peux prendre mon temps. Non, pas trop, mais... Donc, finalement, les managers, alors ça serait vrai aussi d'autres acteurs du travail, mais on parle des managers. Les managers vont être soumis à des dilemmes quotidiens. Se déshumaniser petit à petit sans s'en rendre compte. Vous savez, c'est souvent à des détails qu'on voit les plus grandes choses. Je me souviens de ce que me disait mon prof de philo de terminale, qui en l'occurrence était ma mère. Mais c'est souvent à des toutes petites choses qu'on voit les plus grands enjeux. Au quotidien, dans ces micro-choix permanents auxquels les acteurs du travail sont confrontés, alors je vous ai donné l'exemple de mon ancien étudiant, je vous ai donné, on peut parler des banquières qui doivent, conseillers postaux et conseillers financiers de la Poste, qui doivent impérativement arriver à placer un certain nombre d'assurances-vie, de PERP, etc., de Prévipost, pour pouvoir espérer conserver leur emploi, même si c'est à quelqu'un qui est au chômage, vous aurez forcément quelqu'un qui vous appellera si vous faites partie de la Poste pour vous proposer, vous êtes au chômage mais c'est pas grave, est-ce que vous avez pensé à votre retraite? Investissez dans le Prévipost ou l'assurance-vie. Parce que on a des injonctions comme ça qu'on impose aux différents acteurs dont on va se débarrasser ou avec lesquels on prend du recul plus ou moins facilement aussi selon son expérience et selon son expérience dans l'emploi. Il y a des études d'Yves Clos qui montrent effectivement qu'il y a différentes manières de se comporter avec les prescriptions en fonction de ce qu'on appelle la bouteille qu'on a acquis. Si on est proche de la retraite, on prend un peu plus de distance avec les prescriptions, on s'en fiche. C'est vrai que les jeunes qui intègrent une carrière de conseiller financier vont être beaucoup moins enclins à renormaliser ou transgresser des injonctions qu'on leur soumet. Pareil, le chef d'équipe auquel on demande de se débarrasser des collaborateurs qui seraient les moins performants va peut-être s'y conformer un certain temps, mais au prix de quoi? Pour combien de temps? Il y a, sur ce plan-là, sur ce plan-là, il y a un film. On ne peut pas revenir en arrière? Voilà. Il y a un film qui est sorti au Festival de Cannes. Vous l'avez peut-être vu, il a eu un succès. Alors c'est vrai que c'est intermédiaire entre le documentaire et le film. C'est La loi du marché. Que je trouve un excellent film parce qu'il montre très bien comment une activité de travail qui peut sembler pas forcément l'exemple le plus pertinent pour aborder les dilemmes éthiques va générer au quotidien de ces dilemmes. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont vu ce film. Il est très bien fait parce qu'on voit donc le personnage qui est interprété par Vincent Lindon est Vigile. Alors, il est un ancien ouvrier qui a connu une période de chômage dont on présume qu'elle est assez importante parce qu'il arrivera bientôt en fin de droit. Et après avoir cherché pendant de longs mois un nouvel emploi, il trouve un emploi de vigile et il est donc chargé d'appliquer les procédures et les directives qui lui sont données.
Et ces directives consistent non seulement à lutter contre les vols, mais le patron, enfin le manager qui lui explique ce qu'on attend de lui, lui dit qu'il faut arriver à trouver, à mettre en faute les caissières, parce que on doit être en phase de dégraissage de l'effectif. Il n'y a pas assez de départ à la retraite, donc il faut trouver des éléments de preuve pour justifier des licenciements pour faute. Donc, le premier cas auquel ce vigile est confronté, c'est le cas d'un jeune qui a volé, je crois, un téléphone portable ou un équipement pour téléphone portable, je ne me rappelle plus bien. Et finalement, on se dit, oui, là, le dilemme éthique, il applique sa conseil, il n'avait qu'à pas voler. Après tout, c'est pas quelque chose qui va être forcément très difficile pour lui à régler. Deuxième cas, c'est une personne âgée qui a volé de la viande. Donc il est arrêté, il a effectivement volé et on se dit oui, il y a effectivement vol. Donc là, il est embauché pour ça. C'est vrai qu'on commence à se dire il doit être dans une situation difficile parce que la personne lui explique que vu sa retraite, elle peut pas se payer à manger, elle a plus d'argent et là, ça va être une évaluation sur les conséquences, finalement. Effectivement, vous savez, il y a deux perspectives en éthique, en philosophie qu'on utilise pour évaluer une décision. Il y a une logique qu'on appelle déontologique. Pour le déontologisme, un choix, une action va être éthique si on applique la règle qu'on s'est fixée à l'avance. Donc dans ce cadre-là, sur le plan du déontologisme, son action, sa décision effectivement d'intercepter cette personne âgée et d'appeler ensuite la police pour qu'il soit puni, elle rentre tout à fait dans le cadre d'une décision éthique. Il y a une deuxième école de pensée qui va considérer qu'une décision est éthique lorsque on a évalué les conséquences de cette décision et que ces conséquences, elles sont globalement bonnes. Là, déjà, sur le plan conséquentialiste, finalement, la décision du vigile va conduire à mettre en prison une personne âgée qui est en situation difficile sur le plan financier, qui a a priori pas de famille. Donc déjà, on commence à se dire, c'est pas si facile que ça comme décision. Et puis, le film est construit comme ça, par une gradation qui fait que le deuxième cas, je crois, le troisième cas, qui est géré par le vigile, c'est une caissière. Alors, je ne sais plus très bien ce qu'elle a fait. Je ne me rappelle plus si elle a... Voilà, elle a conservé les bons de réduction qui étaient donnés par ses clients. Au lieu de les jeter à la poubelle, elle les a conservés parce qu'on apprend par la suite que son fils se drogue et qu'elle a des problèmes financiers. Donc là, elle est arrêtée et on assiste à l'interrogatoire dont on sent Vincent Landon commencer à se raidir un peu et être dans une situation d'empathie avec cette dame. Et là où le film est très bien fait, c'est que la scène suivante, on apprend que cette caissière qui a du coup été l'objet d'un licenciement pour faute a mis fin à ses jours. Et on voit le responsable RH qui vient sur le site pour prononcer un discours pour essayer de gérer les dégâts au niveau du collectif. Quatrième situation, on voit effectivement qu'a priori la politique implicite n'a pas évolué en raison de cet événement. Et on recommence avec une nouvelle situation d'une caissière qui, cette fois-ci, va être licenciée parce que lorsque les clients n'avaient pas leur carte de fidélité, elle passait la sienne pour accumuler les points. Donc dans cette gradation, on voit un Vincent Landon qui est toujours de plus en plus embarrassé, de plus en plus effectivement en état d'empathie et de souffrance, parce qu'il sait très bien que refuser ce poste va avoir un impact pour lui, non seulement sur sa vie matérielle, mais sur sa vie familiale, puisqu'il a un enfant handicapé. Il a connu, et ça on le voit dans la première partie du film, un ensemble d'humiliations, de confrontations à un système qui semble le plonger dans une situation dont il ne pourra sans doute pas se sortir s'il refuse ou s'il donne sa démission. Et la dernière scène du film, c'est une scène de désertion, où on voit effectivement Vincent Landon dans sa voiture quitter
le supermarché et refuser et renoncer à participer à cela. Alors, par ce refus, par cette désertion, ça pourrait être interprété comme une sorte d'héroïsme quotidien. Les choix que l'on a à assumer quand on est manager ne sont pas toujours exemplifiants de cette manière-là, ne sont pas toujours de l'ordre du « je donne ma démission » ou j'applique strictement la consigne. Il y a toute une gamme de l'ordre du micro, hein, ce n'est pas toujours aussi dramatique. Mais il y a constamment ces questions, finalement, de devoir gérer des impératifs, des priorités. Rappelez-vous hein, de la définition esquissée des valeurs. C'est une question de hiérarchie, c'est une question de préférence, c'est une question de découpage en priorisant notre rapport au monde sur certains aspects. Qu'est-ce que je fais primer ? Est-ce que je fais primer le fait d'obtenir des chiffres qui me permettront d'avoir une prime ? Est-ce que je fais primer le fait de passer du temps, de travailler la relation ? Est-ce que je fais... Voilà, il y a des multiples exemples qui montrent que finalement, ce manager qui est placé, il est vrai, dans une situation qui est loin d'être simple, où il est en tenaille avec des injonctions souvent paradoxales, ne se contente jamais strictement, ou du moins s'il le fait, c'est un choix, parce qu'il ne peut pas faire autrement, on dira c'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux parce que il y a un auteur, Sartre, qui avait eu cette formule « Nous n'avons jamais été aussi libres que durant l'occupation ». Ça signifie quoi ? Ça signifie que oui, on avait le choix entre se faire torturer, exterminer par les nazis ou entrer dans la résistance. Bon, je grossis les choses, mais en gros, c'était ça. Oui, mais c'était un choix quand même. Et certains l'ont fait. Donc c'est tout à fait honorable. Et l'idée, le sens de mon discours, ce n'est pas de stigmatiser, de culpabiliser ceux qui au quotidien n'ont pas le courage de s'opposer au système. Souvent, je termine mes cours avec des appels à la révolution. Mais bougez-vous, faites bouger le système. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Mon objectif, c'est pas celui-là. Moi-même, quand j'ai des décisions à prendre au quotidien, je serai très mal placée pour donner des leçons. Les choix sont toujours des choix personnels, compliqués, délicats, et les vrais salauds sont rares. Dans ma définition, hein. Ils existent, mais ils sont rares. Je peux vous donner la liste si vous voulez. Je plaisante. Donc, l'idée, c'est pas de dire oui, tout est simple. Bien sûr, nous pouvons changer en un claquement de doigts par nos décisions individuelles et microscopiques un système qui broie l'individu, qui fonctionne sur l'exclusion et sur la souffrance. C'est pas ça. Mais l'idée, c'est qu'il y a des marges de choix. Il y a des choix qui, parfois, effectivement, en fonction de nos valeurs, en fonction de nos situations de vie, pourrait être difficilement envisageable autrement, mais il y a des marges malgré tout, d'infiltration, de résistance aux prescriptions. Et ces micro-choix, ça vaut le coup de réfléchir sur ce que ça nous apprend de nous, sur ce que ça nous apprend du travail, sur ce que ça nous apprend finalement de notre rapport au bien commun. Par le fait de prendre conscience de ce qui se joue dans chacune de ces décisions, on peut se sentir, certains me diront, oui, finalement, être conscient de ce qui se passe, ça guérit pas, ça permet pas de consoler des maux de ce monde. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le fait de prendre conscience de ce qui se joue, ça permet du moins de ne pas être la main aveugle d'un système. Il y a, et je terminerai là-dessus, une philosophe, Hannah Arendt, qui a étudié, alors je fais très attention quand j'utilise cet exemple, parce que je ne suis pas en train de dire, comme l'ont fait certains auteurs avant moi, vous avez notamment Viviane Forester qui a écrit un ouvrage il y a quelque temps, qui s'appelait « L'horreur économique » et qui avait comparé explicitement la manière dont on traite les personnes qui sont en difficulté d'emploi dans notre société avec un système nazi qui va éradiquer, supprimer volontairement des catégories d'acteurs en les passant dans des chambres à gaz. Je ne suis pas en train de faire une comparaison entre ces deux systèmes pour dire que finalement c'est le même. Donc je fais très attention à ça. Mais par contre, à l'occasion d'une réflexion sur
une personne qui était un responsable nazi chargé de la mise en place de la solution finale, qui s'appelait Eichmann. Une philosophe, Hannah Arendt, a rédigé un ouvrage qui s'appelle « Eichmann à Jérusalem ». Et à partir de ça, elle a développé une réflexion sur qu'est-ce que c'est que penser. Et est-ce que quand on dit « je suis simplement un rouage du système, je n'ai pas pu faire autrement parce que si je ne l'avais pas fait, d'autres l'auraient fait à ma place », est-ce que ça suffit pour éteindre toute responsabilité de l'auteur ? Et à cette occasion, elle a bien montré que le fait de ne pas penser ce qu'on le fait, c'est-à-dire de ne pas anticiper les conséquences, de ne pas en être conscient et de ne pas chercher toutes les solutions possibles pour ne pas participer au système, c'est finalement être autant responsable que si on avait soi-même généré le système. On peut discuter sur la position d'Arendt ou pas sur ce cas-là. Il y a eu d'ailleurs une polémique assez violente entre historiens, philosophes, politologues lors de la publication de cet ouvrage. C'est toujours sujet à polémique. Mais l'absence de pensée, finalement, n'est-il pas une faute éthique banale ? Chacun d'entre nous en a sans doute déjà fait, j'en ai déjà fait, mais néanmoins une faute qui va questionner notre rapport à l'existence humaine. Dès lors, et ça sera ma conclusion, finalement, cette condition managériale que j'ai tenté d'esquisser à grands traits, d'une manière, je m'en excuse, sans doute trop grossière, reflète finalement ce qu'est la condition humaine de l'ère postmoderne. À une époque où on a un rapport au temps et à l'espace qui va modifier notre rapport à notre propre corps, rapport induit par la technique, qui va influer aussi sur notre rapport à l'autre. Et comme Simone Weil, qui avait choisi d'aller regarder dans les usines ce qui se passait parce qu'elle considérait que c'était là que se jouait la condition humaine, c'est-à-dire que c'était en regardant le travail ouvrier qu'on pouvait questionner sur un plan philosophique le sens de l'existence. Je pense que de nos jours, ce sens-là s'est déplacé pour des raisons économiques. Finalement, les usines industrielles ne représentent qu'une faible partie désormais de l'économie. Mais cette condition managériale, le manager étant défini d'une manière, on l'a vu, très large, va être révélateur de questionnements sur le sens de l'existence, sur notre rapport aux politiques, qu'il me semble extrêmement important d'interroger. Je vous remercie de votre attention. S'il y a 2-3 questions, éventuellement. Vous avez tout compris sur Eichmann, Arendt, Wittgenstein, quoi. Moi, j'en ai une. Elle sera pas très longue, mais j'en ai une sur. Donc, je suis arrivé un peu. Enfin, j'étais occupé un peu avant. Juste un point. Dans votre réflexion, j'ai entendu beaucoup la place de l'individu dans le dilemme du choix éthique. Mais est-ce que le collectif, par la position de structure qu'il peut apporter, peut permettre de créer des marges de manœuvre plus rassurantes pour les individus? Alors oui, l'individu n'est. C'est vrai que j'ai insisté sur l'individu parce que le choix éthique ramène de toute façon à une décision qui est une décision individuelle. Mais ça ne veut pas dire que l'individu est seul face à sa propre conscience pour prendre ses décisions. L'individu, surtout en situation de travail, il fait partie d'un collectif. D'un collectif qui va d'ailleurs être à géométrie variable. C'est ce qu'on appelle les entités collectives relativement pertinentes. Ça peut être un collectif qui est constitué simplement d'un binôme. Il y a beaucoup de situations, de métiers où on intervient souvent à deux. C'est le cas des auditeurs financiers où on va intervenir en équipe, justement pour que ces dilemmes éthiques soient plus faciles à porter. Et sur ce plan-là, notamment dans les grands cabinets d'audit, le fait de travailler en équipe est une zone de sécurité
Il y a un impératif de sécurité pour conforter les individus et éviter que les choix, les dilemmes soient trop lourds à porter. Mais bien sûr, j'ai mis le projecteur sur l'individu. Le collectif est toujours présent dans les choix individuels, mais le fait de pouvoir discuter, d'échanger avec le collectif de travail va aussi être un facteur d'assurance pour l'individu, va du coup sans doute faire diminuer la souffrance liée à ces dilemmes éthiques, et le fait que on peut très bien présumer, on peut très bien poser l'hypothèse que les déstabilisations des collectifs de travail qu'on rencontre dans un certain nombre de structures, entreprises privées, publiques, dans les hôpitaux, vont du coup générer aussi plus de souffrance lors de ces dilemmes éthiques. Quand on détruit un collectif de travail, du coup, on détruit une ressource pour la décision. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, je vous invite à une pause café-cigarette rapide avec retour assis dans 14 minutes. Merci. Au début, parce qu'on avait des trucs à régler politiquement. Donc je m'en veux, mais bon, je vais rester à la fin. J'espère que je n'ai pas trop assommé. Ça n'a pas l'air. Écoutez, personne ne dort.